Et si notre vision de la sexualité, aujourd'hui, reposait en fait sur une idée que Freud lui-même a complètement démontée il y a plus d'un siècle? On va voir comment une relecture un peu radicale de la psychanalyse peut nous amener à repenser ce qu'est, au fond, le désir humain. Voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi revenir à Freud, puis on va s'attaquer au mythe d'une sexualité naturelle. Après ça, on verra comment le désir est en quelque sorte capturé par les normes de la société, ce qui nous amènera à envisager une autre norme, pour enfin essayer de repenser ce que signifie l'harmonie dans une relation. Allez, on commence. Première étape, ce retour radical à Freud. Mais la vraie question c'est, pourquoi se replonger là-dedans aujourd'hui ? Bon, soyons clairs, la psychanalyse, on la voit souvent comme quelque chose d'un peu daté. Alors, quel est l'intérêt de la ressortir pour parler de sexualité au XXIe siècle ? Eh bien, le point de départ, c'est que même sans s'en rendre compte, on continue souvent de penser la sexualité avec, en arrière-plan, l'idée de reproduction. Le but de ce retour à Freud n'est donc pas du tout historique, c'est vraiment de réactiver sa pensée la plus subversive. Une pensée qui sépare, de manière radicale, le désir de toute finalité, qu'elle soit biologique ou sociale. On enchaîne avec la deuxième partie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va déconstruire le mythe de la sexualité naturelle. Voici le premier concept freudien qui vient tout chambouler. L'idée, c'est que la sexualité, à son origine, est polymorphe. Ça veut dire quoi ? Simplement qu'elle peut prendre n'importe quelle forme, qu'elle n'est pas encore dirigée vers un but précis, comme la procréation. En gros, au début, la sexualité est complètement fragmentée. Elle n'est pas encore unifiée autour des organes génitaux, loin de là. Elle est faite de ce que Freud appelle des pulsions partielles. Le plaisir de manger, de regarder, de toucher. Tout ça, c'est de la sexualité au sens large. Du coup, l'hétérosexualité adulte n'est qu'une déconstruction possible et certainement pas l'aboutissement obligé et naturel du développement. La pulsion, c'est un peu le moteur de tout ça, cette énergie qui cherche la satisfaction. Mais, et c'est crucial, cette énergie ne sait pas à l'avance vers quel objet se tourner. L'objet du désir, que ce soit une personne d'un genre ou de l'autre, n'est pas inscrit dans nos gènes. Il est contingent. Ça veut dire qu'il dépend des hasards de la vie, des rencontres, des identifications de la toute petite enfance. Et Freud va même plus loin en parlant de bisexualité psychique. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est bisexuel au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça signifie que notre psychisme se construit à partir d'identifications masculines et féminines. Et si cette pluralité est à la base de tout être humain, eh bien toute hiérarchie entre les orientations sexuelles s'effondre. L'homosexualité n'est plus une déviation, mais simplement une autre norme possible du désir. D'accord. Mais alors, si aucune orientation n'est plus naturelle qu'une autre, comment est-ce qu'une norme comme l'hétérosexualité a pu s'imposer à ce point? C'est ce qu'on va voir maintenant, la capture du désir. Ce tableau montre bien le conflit. D'un côté, on a la logique de la pulsion, un peu sauvage, elle cherche juste le plaisir, sans se poser de questions. Et de l'autre, on a l'hétérosexualité comme institution, le mariage, la famille traditionnelle. Là, le désir est domestiqué. On lui donne une fonction, la reproduction, la transmission d'un nom, la stabilité de la société. On passe en quelque sorte du plaisir pur au devoir. L'auteur va même jusqu'à la décrire comme un dispositif biopolitique, un terme qu'on doit à Foucault. Ce n'est pas une évidence naturelle, mais bien un système construit historiquement pour gérer les populations. La psychanalyse nous montre alors ce que la morale a tendance à cacher, ce n'est pas l'homosexualité qui serait contre nature, mais plutôt le fait d'assigner au désir une fonction de conservation sociale. Quatrième étape, après avoir déconstruit, on va essayer de reconstruire. Comment est-ce qu'on peut penser l'homosexualité dans ce nouveau cadre de pensée ? Et voici l'argument central de l'analyse. Puisque historiquement, l'homosexualité n'a pas été liée à un projet de reproduction, le désir y est moins instrumentalisé. Il n'est pas obligé de se transformer en devoir social ou familial. Il reste donc plus proche de sa logique de départ. Le désir pour le désir, tout simplement. Parlons maintenant d'une confusion qui a fait beaucoup de mal dans l'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, cette fameuse association entre homosexualité et narcissisme. Cette citation est vraiment importante. Elle fait une distinction très claire entre aimer quelqu'un de semblable, qui partage le même sexe, et aimer un simple reflet de soi-même, ce qu'on appelle un double spéculaire. Le premier cas, c'est une vraie relation à l'autre. Le second, c'est du narcissisme. La définition clinique est sans appel. Le narcissisme pathologique, le vrai, c'est l'incapacité à reconnaître que l'autre est une personne différente, avec ses propres désirs, sa propre existence. Et ça n'a strictement rien à voir avec le genre de la personne qu'on aime. Associer les deux est donc une erreur théorique majeure. On arrive à la toute dernière partie, celle qui tire un peu les conclusions de tout ça. Il s'agit maintenant de repenser l'harmonie. D'un point de vue clinique, la conclusion est décisive. La souffrance, la pathologie ne vient pas de l'orientation de la personne elle-même.
Elle vient du conflit, de la friction entre un désir singulier et une norme sociale qui essaie de l'enfermer, de le brider. C'est de cet écart que naît la souffrance. Alors l'harmonie dans un couple, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas une qualité qui appartiendrait par nature à l'hétérosexualité ou à l'homosexualité. Non, c'est une qualité qui peut apparaître dans n'importe quelle relation à partir du moment où le lien se négocie librement entre les partenaires au lieu d'être dicté par des devoirs sociaux venus de l'extérieur. Et on va se quitter sur cette question qui résume finalement toute la portée de cette analyse. Et si la vraie norme, le signe d'une bonne santé psychique, ce n'était pas de rentrer dans la case d'une orientation sexuelle, mais plutôt de réussir à préserver la liberté fondamentale de son désir face à toutes les pressions qui cherchent à le canaliser. Voilà une pensée qui mérite réflexion.